Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Nous sommes le vendredi 28 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Z sur 7. La défense belge devra nécessairement passer par le spatial. La ministre de la Politique scientifique, en déplacement chez Safran Aérobooster à Liège, en est persuadée. C'est absolument pas le moment de commencer à aller faire des économies sur le spatial. Côté chômage, l'ONEM ne peut que constater les dégâts des crises successives. Cette année, la courbe du chômage n'est plus en baisse. L'administrateur général de l'ONEM confirme. À l'heure actuelle, le chômage de courte durée de moins d'1 an est en augmentation. Dans la suite de votre épisode, retrouvez les journalistes de Trends Tendance pour en connaître plus sur la proposition de vendre Ethias pour financer le budget de la défense. Z sur 7 à la une. Pas de défense sans espace. C'est le message fort de Vanessa Matz, ministre de la Politique scientifique. En effet, elle était en visite chez Safran Aérobooster à Liège. Aux côtés du ministre de la Défense Theo Franken, elle a réaffirmé l'importance stratégique du secteur spatial. Côté Arizona, la décision est tombée. Les crédits dédiés à la politique scientifique seront amputés de 25%. Pourtant, la ministre veut tout faire pour préserver le spatial de ces restrictions budgétaires. Reste à savoir si elle parviendra à convaincre. C'est absolument pas le moment de commencer à aller faire des économies sur le spatial dans une époque où, évidemment, il y a les enjeux géostratégiques, mais il y a aussi les enjeux économiques qui sont derrière pour des entreprises comme Safran ici, mais comme bien d'autres, avec les emplois que ça crée, des emplois de qualité, avec une technologie de pointe. Nous sommes les 5e contributeurs à l'Agence spatiale européenne au niveau de la Belgique. On doit garder notre position concurrentielle. Aujourd'hui, la défense ne se résume plus aux chars et aux armes lourdes. Les enjeux sont aussi numériques, cybersécurité, protection des données sensibles, sécurisation des communications. Un défi stratégique où le secteur spatial joue un rôle clé. Yves Delatte est CEO de Sonaca et président des entreprises wallonnes de l'aéronautique. Le spatial pour la défense, c'est crucial parce que d'abord, ce sont nos yeux. L'espace, ce sont les satellites d'observation. Ça nous permet d'observer ce qui se passe. Le spatial, c'est aussi des satellites de télécommunication. On a vu les conséquences qui s'est passées quand Musk a coupé l'accès à Starlink. C'était une catastrophe en Ukraine. Mais de plus en plus, le spatial est une zone d'armement. Les satellites sont équipés maintenant pour détruire d'autres satellites, voire même pour organiser des attaques. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir investir dans le spatial de la défense. Et pour l'Europe, l'enjeu est clair. Investir dans le spatial, c'est garantir son autonomie stratégique en matière de défense. François Lepau, CEO de Safran Aérobooster, développe. Lorsque la Belgique participe à un programme spatial et met de l'argent dans Ariane 6 par exemple et son successeur, automatiquement, nous, on développe des technologies qui nous appartiennent et qui nous permettent d'accéder à ces marchés-là et puis de contribuer à ce que l'Europe ait accès à l'espace sans passer par SpaceX. Chaque année, la Belgique investit près de 300 millions d'euros dans l'Agence spatiale européenne. Un engagement crucial pour notre place dans l'espace et pour notre défense. Vanessa Matz insiste sur l'importance du déplacement. Notre souhait en venant ici, c'est qu'on veut démontrer que nous devons rester le 5e contributeur et que nous devons garder notre niveau d'investissement au niveau où il est actuellement. C'est la volonté affirmée aujourd'hui avec Theo Franken en venant ici chez Safran. Et donc nous sommes en pleine discussion budgétaire et nous demandons évidemment au gouvernement d'être attentif à ces enjeux. Theo Franken est reparti précipitamment, mais selon Vanessa Matz, le ministre de la Défense aurait été bluffé par ce qu'il a découvert chez Safran Aérobooster à Liège. Quand on lui demande si le spatial pourrait être intégré aux investissements en défense, sa réponse est claire. Je pense que c'est nécessaire, oui, absolument. Z sur 7 à la une. L'ONEM est formel 2024 signe la fin d'une baisse continue du chômage en Belgique. Une année charnière
marquée par une vague de faillites et une conjoncture incertaine, tant au niveau national qu'international. L'administrateur général de l'ONEM, Jean-Marc Vandenberg, est plutôt pessimiste. Les dernières années, on a vu une réduction du chômage complet, y compris en 2024. Par contre, les indicateurs pour le futur sont un petit peu moins positifs. Le Bureau du Plan estime qu'il y aurait une croissance légère en 2025 et de façon générale, les indicateurs sont plutôt mauvais avec un nombre de faillites qui est en croissance, avec le nombre d'intérimaires utilisés dans les entreprises qui diminue. L'instabilité économique pèse sur le marché de l'emploi. Une tendance paradoxale se dessine. L'ONEM verse aujourd'hui moins d'indemnités qu'auparavant, mais à un nombre de bénéficiaires plus élevé. Ce qu'on observe les dernières années par rapport à avant, c'est un plus grand nombre de transitions sur le marché du travail. C'est-à-dire que les gens passent d'un statut à un autre, sont davantage chômeurs, mais retrouvent du travail. Et donc ça tourne beaucoup plus que ce qu'on observait avant ces dernières années. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le chômage de courte durée, de moins d'un an, est en augmentation. Limiter les allocations chômage dans le temps, une mesure en discussion parmi les partis de l'Arizona. Si elle venait à être adoptée, elle pourrait bouleverser le système belge et avoir un impact direct sur le bilan de l'ONEM. Tout dépendra des choix du futur gouvernement et des modalités appliquées. L'ONEM à l'heure actuelle est dans l'attente des décisions du gouvernement en termes de réforme des allocations de chômage pour pouvoir, dans la foulée, les mettre en œuvre. Évidemment, comme pour toute politique, nous espérons qu'elle sera limpide, claire, lisible par les citoyens, parce qu'une politique fonctionne d'autant mieux qu'elle est bien comprise. En attendant les décisions du nouveau gouvernement, l'ONEM ajuste ses prévisions. L'organisme anticipe une légère hausse du chômage indemnisé cette année, tandis que le chômage temporaire, lui, devrait reculer après son pic de l'an dernier. Une évolution logique après les vagues de crise successives. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Aujourd'hui, Baptiste Lambert reçoit Sébastien Buron, journaliste pour Trends Tendance. Dans le magazine de cette semaine, Sébastien Buron cherche à savoir si vendre Ethias pour financer le budget de la défense est crédible, voire souhaitable. Alors on se pose cette question, faut-il vendre Ethias pour renflouer le budget de la défense ? On en parle beaucoup avec BNP Paribas, avec Belfius. Effectivement. Ethias suscite quand même pas mal de convoitises, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Tout à fait. Plusieurs candidats belges se sont déjà déclarés au cas où Ethias viendrait à être officiellement mis en vitrine. AGEAS s'est déclaré intéressé. KBC s'est également déclaré intéressé. Et puis alors, on a Belfius qui lui, je dirais, a été partenaire tout désigné par le gouvernement wallon pour éventuellement fusionner avec Ethias. Au cas où le gouvernement wallon voudrait céder sa participation dans l'assureur. Et alors à l'étranger aussi. Oui, donc il y a à la fois des marques d'intérêt en Belgique et puis bien évidemment à l'étranger. Alors pourquoi à l'étranger ? C'est assez simple, c'est que comme pour les groupes d'assurance en Belgique, Ethias est une belle entreprise qui a une belle position sur son marché, un marché qui est un marché intéressant et rentable en Belgique. Parce que vous avez beaucoup de voitures et des voitures de société, donc ça fait beaucoup d'assurance auto. Vous avez généralement, le pays est densément, je dirais, peuplé. Il y a beaucoup de maisons et donc il faut pas mal d'assurance incendie. Donc, les Belges ont une brique dans le ventre. Les Belges ont une brique dans le ventre. Et puis alors vous avez aussi toute la problématique au niveau des pensions qui fait que il y a un réel potentiel pour tout ce qui est produit d'assurance à long terme. Donc un marché de l'assurance porteur, intéressant, avec un beau potentiel et qui pour un acteur étranger est une très très belle porte d'entrée sur ce marché. Enfin, Ethias c'est une très très belle porte d'entrée pour un acteur étranger sur ce marché intéressant. Alors c'est ça, sur papier, Ethias attire des convoitises. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Vous avez eu le CEO Philippe l'Allemand au téléphone qui vous a expliqué qu'en fait, Ethias, c'est stratégique pour la Belgique. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est défendu et a défendu
Oui, effectivement, le patron d'Ethias, Philippe Lallemand, le rappelle depuis des années, depuis qu'il est à la tête de l'entreprise, depuis 7 ans. Il n'a de cesse de rappeler qu'Ethias est important pour le pays, et donc pas uniquement pour la Wallonie, mais aussi pour la Flandre et Bruxelles. C'est un levier économique et financier important. Qui a investi pas mal d'argent dans l'économie belge, plus de 5 milliards d'euros au cours des dernières années. C'est assez conséquent et considérable. Et donc, il investit cet argent, je dirais, dans des projets d'infrastructure, dans des projets de rénovation immobilière, dans des entreprises critiques comme Fluxis. Donc, effectivement, il rappelle généralement, Philippe Lallemand, que Ethias, si on le vendait, ce serait une mauvaise chose pour l'économie du pays. Oui, c'est ça. Et puis, il y a la question épineuse des dividendes. On l'entend beaucoup. Vendre des actifs comme ça, des participations d'État, ce sont surtout des one-shots. Et ces dividendes, ils sont quand même importants pour Ils sont très importants. Et donc, ça, c'est l'autre aspect que met en avant Philippe Lallemand pour plaider pour une vie en solo pour Ethias. C'est de dire que Ethias, ce n'est pas seulement une entreprise, stratégique et critique pour le pays. C'est aussi une entreprise qui fait remonter pas mal de dividendes vers ses actionnaires, qui sont l'État fédéral et les régions. Les chiffres sont assez impressionnants. Au cours des 7 dernières années, le groupe Ethias donc, a distribué plus de 800 millions d'euros de dividendes entre 2017 et 2024. Donc. Et il promet quasiment autant sur les 5 prochaines années. Donc au total, en 12 ans, cela ferait plus d'1,5 milliard de dividendes reversés aux actionnaires. Oui, c'est ça, pour les 3 actionnaires, donc l'État fédéral, la Flandre et la Wallonie. Finalement, vous y croyez, vous, à cette vente d'Ethias? Ça vous paraît probable? Alors, à vrai dire, oui et non. Mais il y a quand même quelque chose d'assez remarquable dans tout ce qu'a entrepris Philippe Lallemand. En fait, quand on regarde bien, on voit que Philippe Lallemand et la direction d'Ethias font quasiment tout pour rendre l'entreprise, invendable, que ce soit de par la distribution de dividendes, qui si jamais un jour Ethias est vendu, disparaîtrait. Et puis alors, il y a aussi le fait d'avoir un groupe qui est très, très, très intégré, et notamment avec sa filiale informatique NRB, qu'il serait très difficile ou compliqué de revendre ou de séparer des activités d'assurance du groupe. Donc voilà, il y a une série d'éléments qui rendent, en fait, on va le dire comme ça, qui rendent une acquisition d'Ethias par un autre acteur plus compliqué. Oui, notamment aussi en Flandre, on sait que par rapport au budget, certains dividendes auraient peut-être déjà été inscrits. Voilà, c'est ce qu'on dit en coulisses, c'est que cette vente d'Ethias serait encore plus compliquée aujourd'hui à réaliser dans la mesure où le gouvernement flamand aurait déjà inscrit dans ses tableaux budgétaires les plusieurs centaines de millions d'euros dont je vous ai parlé. Vous l'avez entendu, la proposition semble donc peu réaliste. Pour aller plus loin, retrouvez l'enquête complète de Sébastien Buron dans l'édition du Trends Tendance de cette semaine. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Notre experte boursière du jour est Julie Eters de BNP Paribas Fortis. Nous revenons sur l'impact économique du début du mandat de Trump. À l'approche de la fin du premier trimestre de 2025, on peut dire que les tarifs du président américain ont mené la danse jusqu'à présent. Alors oui, on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, mais je pense que ce qu'il faut surtout souligner, c'est la divergence de performance des actions américaines et des actions européennes. Donc on est à un Eurostoxx à plus 10%, versus un S&P 500 à moins 3%. Donc nous sommes passés de l'euphorie de l'élection de Donald Trump de fin de l'année passée à une grosse crainte de récession pour 2025, certainement. L'impact a évidemment été négatif en Europe, mais finalement relativement modéré sur le marché. Oui, donc l'impact est négatif, mais relativement modéré en fonction des sociétés. On a vu aujourd'hui un Stellantis à moins 4% qui clôture aujourd'hui.
BMW, VW, on est plutôt de l'ordre des moins 2%. C'est vrai que BMW, par exemple, avait déjà incorporé ces tarifs douaniers dans ses prévisions pour 2025, mais ils n'ont pas été épargnés non plus. On peut souligner, par contre, que Ferrari sort clairement du lot. Ils sont pratiquement à 2% en positif. Ils fabriquent toutes leurs voitures à Maranello, en Italie, donc ils sont la cible des tarifs douaniers de Trump. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut s'attendre qu'un client de Ferrari soit plus capable d'absorber en tout cas une hausse de prix et surtout qu'un acheteur, on sait, un acheteur de Ferrari, en général, en a déjà une chez lui et donc la valeur de ce qu'il a en garage va prendre de la valeur également. Et donc Ferrari a confirmé en fait sa politique commerciale pour 2025 et ça a clairement rassuré le marché. Et donc c'est vrai que voilà, on a eu un impact négatif sur certaines sociétés automobiles européennes, mais pas que. On a également sur les US, on a un General Motors qui est à moins 10% sur 2 jours. Par contre, une Tesla qui est positive, mais il ne faut pas oublier qu'elle est quand même à moins 30% depuis le 1er janvier. Je pense que c'est intéressant aussi de dire que BYD, qu'on connaît également, elle sort en positif, logique, mais elle est surtout à plus de 50% en 3 mois. On en arrive à se demander si la première victime de cette politique ne serait pas le consommateur américain lui-même. Alors en ce moment, c'est vrai que le sentiment est assez pessimiste sur l'économie américaine. On a la confiance du consommateur qui est au plus bas depuis 10 ans. Si on écoute les interviews des CFO sur CNBC, en moyenne, ils vont dire qu'ils attendent une récession avant fin d'année déjà. Donc on doit se poser la question, est-ce que Trump à un moment va réagir et relancer l'économie américaine tant qu'il est encore temps et ne pas aller jusque la récession? Dans tous les cas, je pense qu'on doit également se demander, tiens, est-ce que l'inflation va se normaliser, c'est-à-dire revenir vers des 1% aux États-Unis comme on a pu le connaître pendant les 30 dernières années, ou finalement on doit s'attendre à ce qu'elle soit un peu plus haute et plus vers les 2% à l'avenir. Si on va jusqu'à un scénario de stagflation, donc c'est une économie avec une croissance proche de zéro, mais une inflation soutenue, c'est vrai que pour les investissements en portefeuille, c'est un peu plus compliqué, il faut être assez sélectif, et ce ne sera pas positif pour les Américains non plus. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi allons-nous parler demain ? Pour débuter votre week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Hamid Faljaoui et son retour sur l'actualité de la semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. À demain pour un nouvel épisode de Z sur 7. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.